Pourquoi un hommage pour Yambo Wologem? Vous avez très bien posé la question. Moi, personnellement, je ne connais pas Yambo Wologem. Je suis son aîné de 2 ans environ. J'avais déjà fini mes études et tout, et je suis rentré au Togo en 1967 pour entrer dans la haute fonction publique. En 68, à Paris déjà, je dévorais toutes les œuvres de nos grands écrivains africains. Je n'ai pas mis les pieds dans une faculté de lettres, mais je crois que la faculté de lettres accepterait volontiers de me donner un doctorat honoris causa un jour pour ma contribution à la connaissance des lettres africaines. Et quand je suis débarqué ici, une des premières initiatives que j'ai eues, c'est de mobiliser 2 ou 3 camarades pour qu'on fasse une émission sur le panafricanisme, sur les poètes de la négritude et sur tout ça. À la radio et à la télévision. À la radio, la télévision n'existant pas à l'époque. La télévision n'existant pas à l'époque. Je vous parle des années 67, 68. La télévision a été amenée ici en 70, 71. J'ai aimé Yambo Wologem sans le connaître. J'ai eu le coup de foudre pour le devoir de violence. D'abord, le titre me plaisait, le devoir de violence. Et quand je me suis mis à lire ces livres, j'ai découvert un auteur, un vrai créateur de langue, de langage, d'écriture. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et depuis lors, je suis tombé amoureux de M. Yambo Wologem et de son œuvre. Et puis, nous avons assisté à ce qui ressemblait plus ou moins à un complot à la Agatha Christie, qui se déclenchera contre cet auteur que je considérais comme sublime. D'abord, la joie. En 68, j'avais une trentaine d'années. Et je vois un écrivain africain qui reçoit le prix Renaudot pour son ouvrage. Et cet ouvrage, c'est Le devoir de violence. Dès que j'ai pris connaissance du livre, que j'ai lu et relu, j'ai ameuté un certain nombre d'amis de l'époque. Ce sont des vieux messieurs, la plupart sont décédés aujourd'hui, pour attirer leur attention sur l'importance de ce nouvel écrivain que nous venions d'avoir. Et sur la beauté de sa plume, même la complexité de son écriture, même parfois, parce qu'il n'est pas toujours facile à lire, mais c'est absolument... pour moi, ça a été une espèce de révélation. Et voilà, on était en 68, 69, c'était toujours une période de gloire, et pour lui, et pour nous, ses admirateurs. À partir de 70, nous avions commencé à sentir quelques grincements dans le décor. Premièrement, je crois d'ailleurs que les premières estocades sont venues de nos propres rangs. L'illustre président Senghor lui-même, qui en l'occurrence s'était trouvé d'accord avec Wole Soyinka, un autre monstre de la littérature africaine, et qui ne s'entendait pas forcément au départ, parce que la tigritude et la négritude, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il tombe sur sa proie et la mange. Ils se sont retrouvés d'accord pour trouver que Yambo Wologem avait oublié le côté, disons, ce qu'ils ont appelé moral.
La citation de Senghor est quelque part par ici. Il nous dit, il n'y a pas que le génie, ou je ne sais pas où est-ce que je l'ai noté encore, ouais. Il n'y a pas que le génie littéraire, il y a aussi une attitude morale. Je pense que c'est affligeant. Pour Senghor, c'est ce qui connaît Senghor, et lui je le connais bien, pour qu'il arrive à écrire ça, c'est un homme très pudique et très courtois de nature. Pour qu'il écrive ça, il a dû être blessé quelque part. Je pense que c'est affligeant. On ne peut pas faire une œuvre positive quand on nie tous ses ancêtres. Et voilà déjà le commencement de la crise. C'est-à-dire que les piliers de la négritude, les grands écrivains qui ont lancé la littérature, disons, contemporaine africaine, un de ces piliers dit non, Yambo Wologem a campé des héros qui sont des traîtres en fait à l'Afrique. Il a campé en héros des individus qui ont collaboré avec la colonisation et qui ont trempé dans l'esclavagisme. C'était tout le débat. C'est pour ça que Senghor disait, il n'y a pas que le génie littéraire. Il reconnaît de facto, ipso facto, que le monsieur est un génial écrivain. Mais qu'il s'est en quelque sorte cantonné, canalisé tous ses efforts vers une démonstration. Moi, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je doute que Yambo ait voulu faire une démonstration. Qu'il ait voulu, de propos délibérés, aller contre les autres. Ça ne servait à rien. Il a fait son choix de sa matière. Il s'y est exprimé. Comme il faut écrire, c'est cela. Alors, si tous les écrivains devaient se mettre comme dans un parti unique, l'un derrière l'autre, et déclarer la même chose, inutile de dire que notre littérature ne fera pas de vieux os. Moi, je dis que M. Yambo Wologem a été victime des assauts prédateurs de l'histoire, tout simplement. C'est une expression que j'aime beaucoup, qui se trouve dans au moins 2 de mes livres, alors que personne ne le note pour se mettre dans sa copie, parce que il va être accusé de plagiat. Il a été victime des assauts prédateurs de l'histoire, il est venu trop tôt. Et je sais personnellement ce que signifie avoir raison trop tôt. Qui est un grand tort, comme ajouterait l'autre. Et c'est ça, la première estocade est venue de là. Et puis, la deuxième estocade, qui est le coup mortel, ça a été l'affaire du plagiat. Alors, je me demande d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, comment ça se fait. Un livre paru en 68, vers la fin de 68. Fin 68, pas de problème. Tout 69, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est seulement en 70 que l'on commence à trouver dans l'œuvre de cet immense écrivain des éléments qui auraient été empruntés à André Schwarzbart dans son ouvrage qui a été, je crois qu'il a eu le Goncourt, non, pour le dernier des Justes. Il a eu le Goncourt pour le dernier des Justes, Schwarzbart. Bon, j'étais encore tout jeune, mais je me rappelle bien. Ça, je ne l'ai pas lu, par contre. Et puis, on dit qu'il a fait des plagiats chez un auteur immense, l'anglais Graham Greene. Un auteur prolifique de plus de 51 romans. Il aurait piqué des éléments chez Graham Greene. Mais quelqu'un va vous donner plus de détails que moi, qui est un véritable connaisseur, c'est Sani. Surtout ça, parce qu'il a écrit une préface avec son ami Jean-Pierre Orban, la préface du livre sur le sexe, bien évidemment qu'il faut lire pudiquement et caché dans sa chambre, à coucher, et il vous dira, il connaît beaucoup de détails, il connaît même des détails sur la façon dont le manuscrit premier a été présenté. Parce que ce n'était pas dans l'état que...
je prétends être aussi un auteur, moi je présente toujours mes manuscrits accomplis. Et j'ai eu mes deux premiers ouvrages, j'ai eu très peu de remarques de la part de l'éditeur. Mais le roman, au commencement, était Le Glaive. J'ai dû m'asseoir avec Colosimo et discuter de pied à pied avec lui parce que je n'admettais pas toutes les observations et il n'admettait pas non plus toutes les écritures. Donc, s'agissant de Yembo, il semblerait que ce n'était pas un manuscrit totalement achevé, qu'il est déposé, qu'on l'a convoqué, on lui a demandé de voir ceci, de revoir cela. Tous ceux qui ont écrit des livres et qui ont publié, notamment en France, savent très bien ce que c'est que le travail avec les éditeurs. Parfois, ce n'est pas tellement agréable. Alors, malgré tout ça, on dit qu'on a découvert des éléments qui ont été plagiés dans Graham Greene et dans Schwarzbart. Plagiés. Qui copie qui? Il me semble que j'ai lu une interrogation comme ça, c'est pas dans votre... Qui copie qui? Parfois on se demande qui copie qui. Toujours est-il que le Yembo avait pris la précaution de mettre des guillemets. Deux points, ouvrez les guillemets. Il avait ouvert des guillemets et il les avait fermés aussi. Un certain nombre de citations, disons, d'emprunts. Mais ça n'a pas suffi. On a dit que non, les emprunts sont suffisamment importants et un peu trop importants pour que l'ouvrage continue d'être attribué à M. Yambo Wologuem. Et ainsi, on a assisté à ce que j'appelle un complot à la Agatha Christie, où, de proche en proche, les livres ont été retirés de toutes les librairies. Yambo est resté en conflit permanent avec les éditions Le Seuil, qui ont refusé d'autres ouvrages qu'il a envoyés. Et finalement, on lui retire même le prix Renaudot. Le garçon a été tellement découragé, il a eu des tas d'ennuis. Sami Tchak confirmera ou infirmera. On a même insinué qu'il a dû faire un passage à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Tous ceux qui connaissent la France savent que Sainte-Anne, c'est lorsqu'on a des problèmes psychologiques. Et que finalement, déçu, meurtri, humilié, piétiné, avili, il s'est retourné chez lui à Sévaré, au pied des falaises de Bandiangara, en pays d'Ogon, où il est resté, ne voulant plus entendre parler de quoi que ce soit qui ressemblerait, je m'excuse, à l'Occident. On dit même qu'il est devenu très proche de l'islam, au point que c'était insinué qu'il serait même devenu islamiste. Et lorsque, dans ma salle de bain, sur RFI, j'apprends qu'il est mort, mon sang n'a fait qu'un tour. Je dis, on va faire un hommage pour ce garçon. On ne va pas le laisser partir comme ça. Toute sa vie, il a été frustré. Toute sa vie, il a été humilié. Et après sa mort, il faut au moins qu'on ait une petite parole de reconnaissance à l'égard de ce monsieur, qui est un grand monsieur et un énorme écrivain. On est toujours l'auteur d'un livre, hein, vous savez, on est toujours l'auteur d'un livre. Vous pouvez écrire 5-6 chefs-d'œuvre, mais les gens vous appelleront toujours par... Non, le devoir de violence a été pour moi un coup de foudre. Comme Kourouma dans En attendant le vote des bêtes sauvages, qui pour moi a été une autre révélation. Et si vous lisez le seul roman que j'ai écrit et que je considère comme mon meilleur ouvrage, de tous ces œuvres, je crois que le meilleur, c'est au commencement était Le Glaive,
vous verrez l'influence de Yambo Ologem, vous verrez l'influence de Kourouma, de Soni Laboutansi, de l'autre côté du fleuve, Congo, et des auteurs qui ont marqué ce qu'on a appelé l'écriture du postmodernisme, dont Yambo Ologem fut le premier déposeur de la première pierre. Poseur de la première pierre. Donc, c'est quelqu'un qui a été victime des assauts prédateurs de l'histoire, qui est venu trop tôt. Je n'ai jamais compris d'ailleurs le fameux combat entre négritude, partisans de la négritude, du respect des ancêtres, de l'Afrique présentée comme une vierge immaculée, que les Blancs sont venus détruire et tout ça. Je n'ai jamais vu cette littérature chez les poètes de la négritude même. Mais même chez Aimé Césaire, qui est pour moi le plus grand de tous, probablement avec Saint John Perse, qui n'est pas un Africain, mais qui n'en est pas très loin. Et pour moi, les deux plus énormes poètes de ce siècle, de ces siècles, 20e, 21e, c'est Aimé Césaire et Saint John Perse. Mais je n'ai jamais vu Aimé Césaire magnifier le continent africain, dire que tout se passait très bien. La tragédie du roi Christophe est là pour nous le présenter. L'Afrique a eu toujours des traîtres. Dans une famille, le roi avait des demi-frères qui étaient des traîtres. On n'a pas besoin d'aller loin. Il n'y a qu'à aller au Dahomey, pour pouvoir étudier, reprendre l'histoire du Dahomey et se rendre compte que l'Afrique antécoloniale était aussi une Afrique comme tout autre pays, avec des bons et des méchants, des gens recommandables et des moins recommandables. Et je ne vois pas un seul auteur de la négritude qui ait magnifié l'Afrique. Alors, ce que ça fait comme conséquence, et qui malheureusement va porter un coup à Yambo, c'est que souvent c'est ceux qui contestent l'esclavagisme, en disant ce n'est pas nous qui sommes venus chercher les esclaves, c'est les Africains qui sont vendus eux-mêmes. C'est cette conception qui est erronée, qui est fausse, qui est inacceptable, que l'on cherche, notamment aux États-Unis d'Amérique, que l'on cherche à faire passer dans la tête des Africains en disant que même c'est eux qui vous ont vendu, c'est vos propres parents qui vous ont vendu, alors qu'est-ce que vous venez dire ici? C'est ça qui est en filigrane du discrédit qu'on a voulu mettre sur l'œuvre de Yambo Ologem, mais il ne mérite pas ça. C'est un écrivain de toute première classe. Et moi, je recommande fortement à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs qui sont là, qui doivent s'étonner de ce que le Premier ministre se mêle de littérature. Mais n'oubliez pas qu'avant d'être Premier ministre, il a été comme vous, sur les bancs de l'école. Et j'étais très fort en français et en lettres. Premier prix de français dans toutes les classes. Donc, c'est ça, moi, il faut réparer une injustice. Voilà. Et il faut réparer une injustice. Alors, ce que l'équipe de Fil Bleu va faire, nous allons l'accompagner. Et si vous estimez qu'il faut vous donner plus de rayonnement à tout cela, nous allons le faire. Nous voulons réparer une injustice. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous remercie.